Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, Catherine Le Bonham, je suis professeure de neuroradiologie à l'hôpital Sainte-Anne et je suis accompagnée de Geoffroy Pouliquin qui était cette année étudiant en Master 2. Et puis comme l'avenir, c'est les jeunes, il présentera son travail à la fin de cet exposé qui est directement en rapport avec l'intérêt de ACE pour l'étude des tumeurs cérébrales en IRM. Alors, deux mots sur ACE. ACE, c'est quoi? Ça a été, donc c'est un algorithme de neurones déconvolutionnels qui a été appliqué largement aux techniques scanographiques. C'est ce qu'on verra sur le prochain exposé, je pense. Et puis, un peu plus récemment, sur des images IRM. L'idée, c'est de nourrir l'algorithme avec des images à basse résolution, avec un rapport signal sur bruit faible, donc par exemple une excitation. Chez le même sujet sain, des images avec un fort rapport signal sur bruit, l'algorithme apprend à produire des images à fort rapport signal sur bruit à partir des images à faible rapport signal sur bruit. Une fois que l'algorithme a appris, on doit théoriquement pouvoir lui injecter de nouvelles données pour produire des images, comme vous le voyez, sur l'image en bas à droite. Alors on dit que c'est un algorithme intelligent dans la mesure où il va supprimer le bruit sur l'ensemble de l'image en essayant de ne pas soustraire. Donc vous avez ici le résultat d'une image native ici, une image avec ACE. Et quand on fait la soustraction des deux, on voit qu'il réduit le bruit de façon diffuse sur l'image, mais sans réduire les structures anatomiques, contrairement à des filtres plus classiques. Alors juste un mot de contexte, on a eu la chance d'avoir en 2019 un appareil Vantage Galant 3T installé sur le site sur lequel je travaille, au cœur de l'hôpital. C'est le fruit d'un partenariat avec Canon et Olea Medical, avec des équipes d'ingénieurs Canon Olea qui sont présentes sur site. Et également, côté hôpital et université, un manipulateur de recherche temps plein et 2 ingénieurs de recherche, l'idée étant d'utiliser cette machine pour la recherche, que ce soit pour de la méthodologie, de la mise au point de séquences, de la mise au point d'antennes. Et donc, on a eu ACE relativement plus tard que l'équipe de Bordeaux, mais on a pu bénéficier de leur expérience et on s'est dit, on va regarder ce que ça donne. Alors tout d'abord, on a travaillé sur des séquences 2D, ici un volontaire sain, une image coronale T2 en 2 mm, 4 minutes 25, et comme vous le voyez, il y a encore du bruit en profondeur, c'est des images qui sont fines en haute résolution. Quand on applique ACE, on voit que non seulement on ne fabrique pas de fausses images, mais qu'on améliore la qualité d'image avec une réduction considérable du bruit, en particulier dans les régions profondes, et on peut magnifiquement voir ces structures hippocampiques, par exemple. On s'est dit aussi que très naturellement, on allait essayer de diminuer la durée d'acquisition, essayer de fabriquer des 3D flares en 1 minute 30, 1 minute 40. Et vous avez ici, donc c'est une image de 3D flares à gauche, sans ACE. Et puis ensuite, en appliquant les techniques de débruitage, vous voyez qu'on a une nette réduction du bruit. Un 3D flare qui pourrait servir de débrouillage quand on ne cherche pas à faire de la haute résolution. Et puis comme on aime beaucoup la pathologie vasculaire, et vous inquiétez pas, je vais m'attarder plus longuement sur la pathologie tumorale, on a utilisé également ACE pour avoir de l'imagerie très haute résolution, ici dans le cadre d'un protocole de recherche qui s'intéresse à la prise de contraste des parois des anévrismes. Vous avez ici un tout petit anévrisme qui ne fait pas plus de 3 mm de l'artère péricaleuse. Je vous mets la flèche dessus, je ne sais pas si vous voyez, de l'artère péricaleuse sans injection à gauche. Là, c'est directement des images où on a appliqué ACE avec injection sur l'image de droite. Et vous voyez qu'il y a un très fin rehaussement de la paroi que je vous zoome ici. Donc, vous avez en haut l'image sans injection de gadolinium, au milieu avec injection de gadolinium. On peut soustraire ces deux images et les superposer à l'angio-IRM 3D temps de vol, donc de la très jolie imagerie haute résolution. La prise de contraste de la paroi de l'anévrisme serait un marqueur de fragilité de celui-ci. Et puis on a été heurté de plein fouet par le Covid. Les activités de recherche se sont arrêtées
et on a obtenu l'autorisation de mise sur la carte sanitaire de notre appareil recherche pour avoir une machine Covid-free dans laquelle on a pu donc avoir une activité clinique et se faire une expérience un peu plus solide sur ACE. On l'a appliqué donc de façon assez générale et vous avez ici l'exemple d'une jeune patiente épileptique avec une imagerie 3D flair ici obtenue en 3 minutes 30. Vous voyez qu'il y a encore du bruit dans les régions profondes. En superficie, on arrive à obtenir, grâce aux antennes de surface, des images relativement non bruitées. Je vous montre, c'est un 3D flair en 3 minutes 30. On applique ACE et on a une image sur laquelle nous n'avons quasiment plus aucun bruit, sur laquelle cette image, la lésion est parfaitement bien visible. Même chose, on peut faire de l'axial, on peut le faire en 3D, on peut le faire en 2D. Ici, une acquisition en 1 minute 30, à gauche sans ACE et à droite avec ACE. On voit que les rapports entre la lésion et les sillons et les gyrés adjacents est très bien visible sur cette image qui est d'ailleurs beaucoup plus agréable à l'œil. Donc suite à ça, on a intégré ACE sur la plupart de nos séquences et je vais vous montrer ici le cas d'un patient assez classique avec une imagerie multimodale. Vous voyez ici une imagerie en T2 avec les temps d'acquisition qui vous sont indiqués pour chacune des séquences, donc un 2D T2. On voit une lésion péri-insulaire gauche en 3D flair en T2. Qui paraît infiltrative. Ici, la séquence 3D T1 et la séquence 3D T1 avec injection de gadolinium. Pas de prise de contraste, donc a priori plutôt une lésion gliale de bas grade, un gliome diffus. Une diffusion en environ 3 directions en environ 1 minute qui nous permet d'écarter d'éventuels diagnostics différentiels et voir l'hypercellularité. Et puis, on couple ça à une séquence quantitative de perfusion qui montre l'absence de données de perfusion, le tout étant acquis en environ 15 minutes avec des images qui sont très informatives. Donc ça, c'est un cas simple qui ne pose pas de problème. En pratique, et on l'a vu dans les différentes sessions de CJFR, la prise en charge et le diagnostic en IRM des pathologies tumorales pose encore de nombreuses questions. Il est parfois difficile de distinguer un glioblastome d'une métastase unique. Il peut être extrêmement difficile de grader les lésions tumorales. Il y a des questions autour de la pseudoprogression lésionnelle post-thérapeutique. Bref, on est loin, malgré cet ensemble de séquences multimodales, d'arriver à répondre à l'ensemble des questions que nous nous posons autour des tumeurs cérébrales. Alors on s'est demandé si on pouvait aller plus loin grâce à ACE, que débruiter les images, et si ça ne serait pas intéressant de l'utiliser pour disposer de biomarqueurs quantitatifs. Et quand on regarde les différents biomarqueurs quantitatifs, il y en a plein, mais on s'est centré sur 2 biomarqueurs que sont ceux qui sont dérivés d'imagerie en tenseur de diffusion. Vous avez ici une carte d'anisotropie fractionnelle qui vous donne le degré de cohérence des faisceaux de matière blanche. À droite, une cartographie quantitative de diffusivité moyenne, qui est en fait un ADC proprement calculé. En fait, pour obtenir ces images-là de bonne qualité, il faut acquérir les images de diffusion non plus dans 3 directions de l'espace, mais dans au moins 6 et idéalement une trentaine, voire une soixantaine de directions. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps et en pratique, c'est rarement fait sur nos appareils car nous ne disposons pas de ce temps et les patients ne tiennent pas pendant 3 quarts d'heure sur nos machines. Le deuxième paramètre qui serait très intéressant et qui c'est pas un paramètre nouveau, c'est la quantification du temps de relaxation T2, voire du temps de relaxation T1. Et la même chose, pour pouvoir disposer de ces paramètres-là et obtenir des cartes quantitatives, par exemple de cartographie T2, il nous faut obtenir des images multi-échos, donc à des temps d'écho différents pour pouvoir générer ces cartographies quantitatives qui pourraient être extrêmement utiles en pathologie tumorale. Donc le constat qu'on a fait, c'est que ces méthodes, pour être précises, sont trop longues et on s'est demandé si ACE, en fait je me suis posé la question de savoir si ACE pouvait pas nous aider à réduire les temps d'acquisition pour pouvoir utiliser enfin ces techniques en routine clinique. Et on a obtenu un financement pour que Geoffroy puisse travailler dans des bonnes conditions durant son Master 2. Donc Geoffroy va nous présenter l'apport de ACE sur les biomarqueurs quantitatifs. Donc Geoffroy, je te laisse la parole.
Bonjour à tous, merci Catherine pour cette introduction. Effectivement, comme le professeur Oppenheim vous l'a souligné, il y a une évaluation sous-optimale des tumeurs cérébrales en pratique liée à l'absence de réalisation de ces séquences quantitatives. Et on s'est posé la question de si ACE pouvait nous aider à les raccourcir et à les introduire en pratique. On a fait l'hypothèse que oui, et qu'en plus de maintenir la confiance qu'on a dans les mesures qu'on en obtient, elle diminuait la variabilité de mesure et donc augmentait notre confiance en ces mesures. Pour répondre à cette question, on a recruté 22 patients du service de neurochirurgie de l'hôpital Sainte-Anne, des patients qui nous étaient adressés pour le suivi ou le diagnostic initial de tumeurs cérébrales non opérées, et chez qui nous avons réalisé une IRM cérébrale contenant 3 séquences quantitatives, une première d'imagerie en tenseur de diffusion et 2 autres d'imagerie de relaxométrie T1 et T2. Chacune d'entre elles a été acquise selon 2 protocoles, un premier court de 3 minutes et un second plus long avec 3 moyen-âges, donc 3 fois plus long que le premier protocole, à savoir de 9 minutes. Ensuite, nous avons appliqué ACE sur le protocole court afin de comparer sur les cartographies que nous avons calculées par la suite les différentes valeurs entre ces 3 acquisitions-reconstructions. Donc, comme je vous l'ai dit, chacune des cartographies a été calculée pour les séquences mentionnées avant. Et ici, je vais vous illustrer les résultats au travers d'un seul de ces paramètres, à savoir l'anisotropie fractionnelle, mais les résultats sont extrapolables aux autres paramètres. Ici, vous avez donc une cartographie d'anisotropie fractionnelle chez un patient présentant une métastase cérébrale frontopariétale avec l'acquisition en 3 minutes, celle de référence de 9 minutes, et vous voyez tout de suite si la réduction du bruit particulièrement présente au centre de l'image, bien visible sur l'imagerie de 9 minutes. Et quand on compare l'imagerie, en tout cas visuellement, de l'imagerie ACE à celle de référence, on constate qu'elle est plus proche par rapport à l'acquisition initiale. Ça s'est évidemment traduit dans nos résultats statistiques, où là je vous présente les violin plots de l'anisotropie fractionnelle, où vous avez en ordonnée les valeurs d'anisotropie fractionnelle et en abscisse les différentes reconstructions. La première initiale de 3 minutes, celle de 3 minutes avec ACE et celle de 9 minutes. Et on constate finalement qu'on a visuellement une répartition des valeurs d'anisotropie fractionnelle qui sont plus proches entre ACE et 9 minutes, avec une différence significative de celle de 3 minutes par rapport aux 2 autres reconstructions. On obtenait les mêmes résultats pour la déviation standard, qui, si on devait traduire ça entre guillemets vulgairement, nous donne plus de confiance dans la mesure que l'on obtient en diminuant la variabilité de mesure. Et ces résultats sont extrapolables aux autres paramètres. Maintenant, je vais essayer de vous montrer en quoi ces paramètres quantitatifs qui sont potentiellement accessibles en clinique peuvent nous aider dans des situations cliniques qu'on rencontre communément. Ici, je vous présente le cas d'un patient qui nous était adressé dans le cadre d'une lésion suspecte pulmonaire avec une lésion occipito-pariétale, donc avec une suspicion de lésion secondaire. Finalement, quand on regarde l'imagerie conventionnelle, on voit une lésion avec un important œdème périlésionnel et une prise de contraste pariétale sur la séquence injectée, associée à une hyperperfusion de la prise de contraste visualisée précédemment, qui sont finalement non spécifiques pour nous aider à distinguer une métastase cérébrale unique d'un glioblastome. Quand on regarde l'imagerie quantitative, à savoir l'anisotropie fractionnelle dont je vous ai parlé plus tôt, la diffusivité moyenne ou ADC et les temps de relaxation T2 au travers de cet infiltrat périlésionnel, on a des arguments dans la littérature pour arriver à distinguer s'il s'agit simplement d'un œdème périlésionnel lié à un effet de masse ou plutôt un œdème périlésionnel associé à un infiltrat tumoral. Et là, en l'occurrence, chez ce patient, il s'agissait d'un glioblastome. Un autre patient de notre cohorte présentant une lésion protubérantielle infiltrante avec une petite prise de contraste sans hyperperfusion, absolument non spécifique. Le diagnostic de lymphome avait été évoqué chez ce patient. Et finalement, quand on regarde les temps de relaxation T2 chez ce patient et qu'on les compare à l'imagerie précédente, ce que l'on observe, c'est que
on a des valeurs finalement qui se distribuent de façon différente sur les deux imageries, avec des valeurs de relaxométrie T2 en périlésionnel de la lésion précédente qui sont plus élevées que ce patient. Et finalement, le diagnostic après biopsie était celle d'une toxoplasmose cérébrale avec une présentation pseudotumorale. Évidemment, on n'a pas de données pour le moment communément disponibles dans la littérature, puisque c'est finalement des séquences peu utilisées. Pour aller un petit peu plus loin, et c'est l'avant-dernière diapo, ici vous avez donc les cartographies T1 et T2 du patient dont je vous ai présenté le glioblastome occipitopariétal droit. À partir de ces données, on peut évidemment faire de l'imagerie synthétique et calculer n'importe quel contraste, à savoir ici je vous présente donc un T1 synthétique et un T2 synthétique issus de ces imageries quantitatives qui pourraient nous permettre en clinique de gagner d'autant plus de temps sans avoir besoin d'acquérir ces séquences. Donc ACE est un algorithme de reconstruction pour des séquences morphologiques nous permettant d'obtenir des images de meilleure qualité, mais appliqué à des imageries quantitatives, il nous permet de les rendre dans un temps accessible en clinique et nous donner la possibilité d'avoir des biomarqueurs clés en l'espace de 3 minutes. Et afin de conclure, on pourrait même une extension de l'étude serait de s'intéresser notamment à la tractographie qui est disponible par la réalisation de l'imagerie en tenseur de diffusion et qui aurait une importance clé dans la prise en charge préchirurgicale et le pronostic du patient. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette très belle présentation. Y a-t-il des questions dans la salle ? Moi, j'ai une question. C'est très convaincant. Je suis totalement convaincu. Est-ce que vous êtes, vous, convaincu au point d'avoir totalement supprimé les séquences conventionnelles et avez-vous incorporé ACE dans toutes les séquences? Et est-ce qu'à contrario, il existe encore des séquences où vous ne l'utilisez pas? Alors, globalement, on ne garde plus les images sans ACE pour ne pas avoir sur le PAX plein de séries. Et pour y voir clair, donc ça c'est pour répondre à ta première question, on l'a incorporé chaque fois qu'on avait un problème de rapport signal sur bruit. Puisque de toute façon, ACE est d'autant plus efficace qu'il y a du bruit. Donc il y a des séquences qui n'étaient pas bruitées et qu'on a souhaité garder telles quelles. D'autres qui sont bruitées sur lesquelles on utilise ACE. Donc globalement, en tout cas, on ne garde pas les images sans ACE parce qu'on a totalement confiance et on sait que ça ne va pas générer de nouvelles images, ça ne va pas générer de fausses images, donc on n'a pas besoin de revenir à l'image sans ACE, ça c'est le premier point. Et ensuite, on l'a intégré chaque fois qu'on a besoin d'images de réduire le bruit. Est-ce que vous avez évalué le temps moyen des protocoles avec vos nouveaux protocoles par rapport à ce que vous faisiez auparavant ? Et est-ce que vous avez changé votre productivité, votre prise en charge des patients? Alors, c'est un peu difficile on est dans un contexte quand même un petit peu particulier puisque l'utilisation clinique, elle s'est faite sur pendant les périodes de Covid. Donc, on n'avait pas des plannings non plus surchargés. Je dirais que, entre guillemets, sur la cadence, c'est difficile de répondre à ta question. Les protocoles, clairement, certains sont beaucoup plus courts et d'autres, on a souhaité plutôt avoir de la haute résolution plutôt que de les raccourcir. Je réponds à ta question? Tu réponds à la partiellement. Question, merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, il y a une question. Tu veux répondre? Vas-y. En fait, il est directement disponible sur la console d'acquisition comme un filtre de reconstruction classique, là où vous utiliserez par exemple sur une séquence lambda un filtre de reconstruction gaussien comme on l'a présenté en début de présentation. Vous l'appliquez simplement, vous appliquez le ACE à ce moment-là. Vous pouvez le faire après. Oui. Tout à fait. Après, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en avoir. Si vous voulez plutôt raccourcir votre séquence, et donc là, il faut anticiper le fait que vous donnez un temps d'acquisition qui est plus court, ou si vous voulez améliorer la qualité de l'image, et donc vous acquérez le même temps d'acquisition, et là, vous appliquez ACE. Très bien, merci encore pour cette belle présentation. Merci. Je passe maintenant la parole à Michael Ohana du CHU de Strasbourg, qui va nous parler de l'intelligence artificielle en scanner, le diagnostic rapide, facile et intelligent. Je pense que c'est de la part du radiologue. Oui, effectivement.
Alors, hop, bonjour à tous. Merci beaucoup, professeur Blum, pour l'introduction. Alors, c'est toujours un petit peu difficile quand on fait une présentation dans le cadre d'un symposium, puisque forcément, on a des conflits d'intérêts et le risque, c'est d'avoir en quelque sorte un discours 100% marketing qui endort tout le monde. C'est difficile à éviter, mais heureusement, le titre m'a aidé un petit peu puisque c'est marqué retour d'expérience. Et effectivement, de l'expérience, on en a eu puisque la dernière version de l'Aquilion One, le Prism, a été installé dans notre service à Strasbourg en août 2019. Donc voilà 2 ans. Et au bout de 2 ans, on a passé à peu près 15 000 patients sur ce scanner. Et donc l'idée, c'est un petit peu de vous montrer qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a vu, quelles ont été nos difficultés sur ces 15 000 patients. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir en pratique comment ça fonctionne. Donc, on va parler de ACE en scanner. Quels sont nos résultats? Comment est-ce que ces résultats se comparent avec la concurrence? Et on terminera avec un petit mot sur le spectral. Alors, en pratique. Comme on l'a vu précédemment, ça fonctionne exactement sur le même principe que ACE pour l'IRM, c'est-à-dire qu'en usine, on va alimenter un réseau neuronal avec des paires d'images, une image de mauvaise qualité, une image de bonne qualité, et on va construire le réseau pour aller de l'un à l'autre. Une fois que ce réseau, il est entraîné en usine, ce réseau-là, il est déployé sur les sites, et on va appliquer ce réseau sur l'image basse qualité en obtenant l'image de haute qualité comme l'entraînement a été réalisé. Donc en fait, la différence entre les deux, elle est liée majoritairement au bruit et donc on peut voir cet algorithme d'intelligence artificielle comme simplement un débruiteur extrêmement évolué, extrêmement performant, mais finalement pas grand-chose de plus. Alors pas grand-chose de plus, mais quand même très efficace puisque on va dire une semaine après son installation en août 2019, on l'utilisait de manière exclusive sur la totalité de nos examens. Que ce soit en simple ou en double énergie, quelle que soit la région anatomique, avec, vous voyez, vous avez différents, entre guillemets, filtres. Ce n'est pas des filtres, mais c'est des variations de l'algorithme d'intelligence artificielle en fonction de la région anatomique utilisée. L'impact sur le workflow, c'est un impact qui est minimal. Vous avez ici une photo du reconstructeur. Donc le reconstructeur dédié à ACE, c'est un reconstructeur qui comporte des GPU. Il y a 8 GPU dedans, dédiés exclusivement pour l'application de cet algorithme par réseau neuronal, avec une vitesse de reconstruction d'environ 40 images par seconde. Donc en pratique, il faut attendre environ une trentaine de secondes pour avoir les images, ce qui, dans un flux habituel quotidien, ne pose aucun souci. Il n'y a pas d'incidence sur le post-traitement. Les images reconstruites avec ACE peuvent être utilisées de la même manière que vos images classiques, quel que soit le logiciel que vous utilisez derrière. Et voilà. Donc finalement, c'est assez simple en termes de mise en place. C'est très transparent en termes de workflow. Quels ont été nos résultats? C'est là où c'est le plus important. En termes de qualité d'image, pour la totalité des radiologues de l'équipe, la qualité d'image a été saluée. Vous avez ici un exemple en imagerie cardiaque, un coroscanner. Vous voyez ici la dosimétrie à 33, assez faible. Vous avez ACE, FIRST et IDR. Vous voyez que si l'on zoome, en termes de qualité d'image, on a comparativement au protocole AIDR, donc qui est le protocole IR classique, on a effectivement un débruitage significatif. Et par rapport à l'algorithme FIRST, qui est un algorithme MBIR, on a moins cet aspect un peu plastique, un petit peu artificiel, notamment au niveau des contours. Vous le voyez ici, on garde finalement une définition qui semble un petit peu supérieure. Cette excellente qualité d'image, on la retrouve, comme on l'a dit, sur tous les post-traitements, que ce soit sur les MPR, des coronales, des curvilignes, des obliques, ou sur les reconstructions 3D, comme ici. Vous voyez, le fait d'avoir une qualité d'image améliorée va améliorer aussi la qualité de vos reconstructions 3D. Là, vous voyez un patient avec un IMC à 32 et un DLP à seulement 212 pour un angioscanner TAP. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à prouver, mais on a quand même l'impression que le fait d'améliorer cette qualité d'image peut aussi avoir un impact sur le diagnostic.
Alors certes, c'est dans des cas un petit peu difficiles, mais vous voyez ici sur un enjeu scanner aortique chez un patient avec un double stent de l'artère rénale, eh bien sur la reconstruction classique avec AIDR, il est difficile de dire si à l'intérieur l'hypodensité correspond à une resténose ou à simplement de l'artefact. Eh bien avec ACE, on est plus confiant qu'il s'agit d'une resténose, on a plus de facilité à voir et à délimiter l'hypodensité au sein du stent. Là, par contre, où clairement il y a un avantage, c'est dans les cas difficiles. Alors, les cas difficiles, c'est majoritairement chez les patients obèses. Vous avez ici un exemple avec un homme de 230 kg, donc obésité morbide. Alors, certes, dans ces cas-là, la dosimétrie est élevée, on a un PDL à 1800. Mais vous voyez qu'en termes de qualité d'image, on a une qualité d'image qui est tout à fait satisfaisante par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir sans cet algorithme ACE supplémentaire. Enfin, et là encore, c'est quelque chose qui est évident, c'est en basse dose et en très basse dose, on va gagner en qualité d'image par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir avec nos algorithmes habituels sur la même acquisition. Donc là, ici, vous avez un homme avec un IMC à 29, une acquisition en basse dose abdominopelvienne à 42 mg de DLP. Vous avez ici l'image pleine dose. Vous avez ici l'image très basse dose reconstruite avec ACE. Là, ici, reconstruit avec AIDR. Ici, avec FIRST. Et ici, avec la rétroprojection filtrée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de qualité d'image, par rapport à ces différentes reconstructions, la meilleure qualité d'image obtenue est clairement avec ACE. Alors évidemment, on n'est pas encore au niveau de l'image pleine dose, mais l'image pleine dose avait une dosimétrie 6 à 7 fois supérieure. Ce qu'on a vu, c'est que l'installation du nouveau scanner avec l'algorithme ACE de reconstruction, sans effort particulier en termes d'optimisation de nos séquences, simplement finalement en recopiant nos protocoles que l'on avait sur notre scanner précédent, qui était finalement assez proche, mais qui lui ne disposait pas de cette technique de reconstruction, eh bien on a vu qu'on a pu diminuer de manière franche et significative les dosimétries moyennes sur la totalité de notre examen, avec, vous voyez, en moyenne, moins 30% d'irradiation, quel que soit finalement l'étage anatomique considéré. Y compris, et ça nous a beaucoup surpris, sur les scanners cérébraux qui sont réputés extrêmement difficiles en termes d'optimisation de dosimétrie. Alors certes, c'est bien de faire quelque chose qui nous convient, mais comment est-ce qu'on se situe par rapport à la concurrence ? Alors j'aime bien montrer ce dossier. On a à Strasbourg plusieurs machines sur les différents centres du CHU et des patients qui parfois sont suivis, notamment en oncologie, sur les différentes machines. On regarde ici en termes de qualité. Vous avez une machine concurrente avec 64 barrettes, une machine concurrente avec 2 x 192 barrettes et la Kilion One Prism avec AIDR, avec ACE. Et donc, quand on zoome en termes de qualité globale d'image, que ce soit en termes de bruit ou que ce soit en termes de netteté des contours, on va être gentil, on va dire qu'on a une équivalence entre le numéro 2 et la Kilion One, en sachant que le numéro 2 avait des images reconstruites avec 50% d'épaisseur de coupe en plus. Alors vous allez me dire, ok, c'est super, là vous avez la même qualité d'image, qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, quand on regarde la dosimétrie, vous voyez que, alors le concurrent 1 à 64 barrettes, c'était une machine qui était un petit peu vieille, qui avait 5 ans, donc là, on n'est probablement plus dans les standards actuels, mais vous voyez que par rapport au concurrent 2, on arrive à obtenir 40% de réduction en dosimétrie avec une qualité d'image qui est, en étant gentil, équivalente, voire même probablement un petit peu meilleure. Alors là, je ne résiste pas à vous montrer mon collègue à Vancouver, le docteur Blanqui, qui est un Allemand convaincu et qui, s'il avait vu cette image, aurait dit c'est pas juste, le scanner numéro 2 n'était pas du tout optimisé, c'est pour ça qu'on avait ce résultat. Alors,
On a eu d'autres patients. Effectivement, chez d'autres patients, il y a eu un essai d'optimisation chez le concurrent 2. Ils se sont dit, voilà, on va essayer de faire la même dosimétrie que ce qu'ils ont eu au CHU. Donc, vous voyez, on avait ici une DLP à 200. Eux, ils avaient une DLP à 190. Donc, finalement, à peu près pareil. Voici la qualité qu'ils ont obtenue. Voici la qualité qu'on a obtenue. Bon, ça se passe de commentaires. On va s'arrêter là. Alors, OK, vous allez me dire, bon, c'est pas juste. Là, on compare finalement les dernières générations de reconstruction avec de l'intelligence artificielle par rapport à un scanner qui est équipé des reconstructions itératives classiques. Comment est-ce que ACE se compare par rapport aux autres techniques de Deep Learning Reconstruction? Alors, il y a une autre reconstruction de type DLR qui est disponible sur le marché, hein. C'est True Fidelity. Et justement, le mois dernier, il y a eu un article qui est sorti dans D2I qui comparait les deux, True Fidelity versus ACE, dans la qualité d'image en scanographie thoracique. Alors, ce n'était pas sur des vrais patients, ce n'était pas in vivo, c'était sur des fantômes, hein, des fantômes qui ont été scannés sur les deux machines avec différents niveaux de dosimétrie et reconstruits avec différents niveaux, on va dire, d'agressivité de l'algorithme. Alors, il faut féliciter les docteurs Frandon et les docteurs Si Mohamed, hein, qui sont les auteurs de cet article. Hein. C'est un article qui est brillant. Il est très compliqué. En fait, je l'ai lu 2 ou 3 fois et j'ai vraiment rien compris. Donc, je vous remets la conclusion telle qu'elle est mise dans l'article. Hein. Globalement, ils disent que True Fidelity a moins d'impact sur la résolution spatiale et n'a pas modifié l'image de la texture comparativement à ACE. En gros, il y a eu énormément de métriques qui ont été faites dans l'article, des métriques quantitatives, des métriques qualitatives. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas un gagnant clair. Dans certains cas, c'est ACE qui se démarque un petit peu. Dans d'autres, c'est True Fidelity. Ça va dépendre beaucoup finalement de la façon dont on utilise l'algorithme, à quel niveau, on va dire, d'agressivité. Et ce qu'on attend surtout, c'est des comparaisons in vivo dans la vraie vie. Je terminerai avec quelques exemples de spectral. Le DLR est aussi impliqué dans le spectral, non pas uniquement dans la reconstruction des images, mais aussi dans la séparation énergétique au sein des données brutes. Donc, en termes d'imagerie spectrale, le DLR finalement va faire un petit peu plus que du simple débruitage, puisqu'il va aussi améliorer cette séparation entre haute et basse énergie dans les données brutes. Donc derrière, l'idée, c'est de pouvoir améliorer toutes les images qui sont produites par l'acquisition spectrale, notamment les reconstructions monochromatiques, mais aussi les reconstructions matérielles spécifiques. Alors ça fonctionne, vous voyez ici, hein, avec des images en monochromatique 70, 60 keV ou des Iodine Map, qui sont d'excellente qualité, hein, avec une qualité qui est identique à celle qu'on aurait obtenue si on avait fait une acquisition en simple énergie. On n'a pas de dégradation de la qualité d'image en passant au mode spectral. Ceci est efficace à bas kV comme à haut kV, donc sur les reconstructions monochromatiques, sur quasiment l'ensemble du spectre, hein, à l'exception peut-être des extrêmes. Vous voyez qu'on a une qualité d'image qui est tout à fait satisfaisante, sans bruit significatif, malgré des niveaux monoénergétiques très bas. Ça va aussi améliorer la qualité des mesures quantitatives et notamment la qualité de la courbe spectrale. Vous avez ici un exemple avec un défect endoluminal au sein de la veine cave inférieure. Quand on met une ROI à l'intérieur, on voit que cette courbe est strictement plate. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rehaussement. C'est très en faveur d'un thrombus organisé et non pas d'une tumeur. Alors pour terminer, je ne vais quand même pas résister à essayer un petit peu de débattre autour de cette question qu'on s'était beaucoup posée finalement au tout début de l'installation du scanner, donc il y a 2 ans. Est-ce que le DLR est dangereux ? Vous avez peut-être vu cette publication qui montrait qu'il était possible, en piratant un PAX, de sortir les DICOM, d'injecter avec l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle des images artificielles, et puis après de remettre les DICOM au sein du PAX, et donc de fausser complètement le dossier clinique d'un patient. Vous voyez, on voit les images, ça semble tout à fait réel. Alors, est-ce que ACE pourrait créer ou effacer des lésions ?
Alors en théorie non, pourquoi? Parce que eh bien, le design même de ACE fait qu'il n'a été entraîné à identifier que le bruit et exclusivement le bruit, quelle que soit la région anatomique ou la pathologie. Donc a priori, il n'y a aucune raison que ACE puisse créer ou effacer des lésions puisqu'il est en quelque sorte agnostique par rapport aux anomalies présentes sur l'image. En pratique, il n'est évidemment pas entraîné sur toutes les possibilités. Ce qu'on a surtout vu, c'est que ACE pourrait être limité dans les examens à très faible dose. Alors je vais vous montrer un exemple, c'est un exemple évidemment caricatural. Vous avez ici un patient très jeune, puisque c'est moi, on avait fait un essai de dose la plus faible possible. Donc je m'étais mis sur le scanner, on avait mis tous les constantes au plus bas niveau, on n'avait pas fait de scout et on avait lancé les images. Voilà ce qu'on a obtenu. Alors certes, on a des images, on arrive à voir quelque chose, mais vous voyez qu'entre AIDR et ACE, eh bien, on n'a aucune différence, on n'a pas gagné. Donc effectivement, dans les images où finalement la dosimétrie est extrêmement faible, eh bien, probablement que ACE ne va pas aider énormément. Alors ça ne va pas créer de fausses lésions, mais c'est à l'heure actuelle l'une des limites de l'algorithme. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? En scanner, ACE déjà a l'avantage d'être disponible. Il est disponible sur les machines haut de gamme, mais aussi sur les machines moyen de gamme. Il est utilisable et surtout, il est utilisé en routine sur la totalité des examens scanners réalisés sur cette machine. Il est apprécié visuellement pour la qualité des images produites déjà par les radiologues, mais aussi par les collègues cliniciens. Les résultats sur la dosimétrie sans, on va dire, passer un temps long à optimiser les protocoles sont impressionnants. L'intérêt diagnostique est probable, tout particulièrement dans les cas difficiles, et je pense là aux obésités morbides. Et il n'y a aucun ou quasiment aucun impact sur le workflow. C'est pour cela qu'il est utilisé en routine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Michael. Y a-t-il des questions dans la salle? Le sujet, je pense, est très intéressant, passionnant. Tu as dit, c'est dans ta conclusion, que ces images sont très appréciées visuellement. Je pense que c'est la texture du bruit qui rend l'image plus acceptable. Est-ce que vous avez évalué objectivement le taux d'acceptation par rapport aux algorithmes de reconstruction hybride? Alors le taux d'acceptation non, mais c'est vrai que la difficulté qu'on a quand on fait des études, c'est d'arriver, quand on compare finalement ACE par rapport aux autres algorithmes, c'est d'arriver à avoir une métrique un petit peu objective pour évaluer l'efficacité. Et c'est vrai que si on évalue le rapport signal sur bruit, eh bien comme ACE est designé pour diminuer, pour diminuer le bruit et donc augmenter le rapport signal sur bruit, si on évalue que ça, forcément, c'est limité. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue, on va dire, qualitativement la qualité de l'image. Mais bon, c'est une appréciation qui reste subjective. On n'a pas vraiment de moyen, on va dire, absolument objectif pour dire, voilà, cette qualité d'image est meilleure que celle-là. Ça reste finalement l'œil de la personne qui l'utilise. Il y a quand même des métriques comme par exemple le spectre de bruit et oui. On se rend compte que ces images sont plus proches de la rétroprojection filtrée avec du petit grain qui est plus accepté par l'œil que les images à gros grains ou qui paraissaient un peu plastiques que l'on voyait sur les anciens modes, les anciens algorithmes de reconstruction. Donc je pense que vous avez très vite adopté ce type d'image parce que psychologiquement, c'est plus agréable. Tout à fait, ouais, pour la lecture. Indépendamment du rapport signal. Bien sûr. Pour analyser les structures osseuses, je sais bien que ce n'est pas tellement la thématique de votre pas du tout, non. Vous êtes peut-être sollicité par d'autres équipes. Quel type d'algorithme vous utilisez? Alors moi, personnellement, j'utilise le parenchyme pulmonaire. Je change juste la fenêtre. Mais il y a, si on veut faire effectivement une reconstruction dédiée pour l'os, il y a un ACE qui est optimisé pour l'os, qui a priori offre de bonne qualité, mais ça, vous pourrez y répondre beaucoup mieux que moi.
Donc voilà, l'idée c'est de savoir dans quel objectif on entraîne l'algorithme, et on va sûrement être amené à utiliser différents algorithmes de reconstruction avec intelligence artificielle, comme auparavant on utilisait différents algorithmes de reconstruction en rétroprojection filtrée ou avec les algorithmes. Mais c'est vraiment en fonction de l'objectif qu'on se fixe pour la lecture de l'image, tout à fait. On a le temps pour une question? Oui. Alors, ce que je ne sais pas, c'est les reconstructeurs classiques, combien est-ce qu'ils consomment? À mon avis, ça doit pas être beaucoup moins. Ça, je pourrais pas vous dire, effectivement. C'est une puissance de calcul importante et surtout, c'est un coût moindre que les reconstructeurs énormes, classiques qu'il fallait à l'époque, bien sûr. Qu'est-ce qui vaut mieux, réduire la dose ou réduire la consommation électrique? C'est un vaste débat. C'est un débat. Merci pour ta présentation. Et je passe maintenant la parole au professeur Vincent Doucet, qui a eu la chance d'être un des tout premiers, sinon le premier dans le monde, à utiliser la nouvelle IRM 3T munie de cet algorithme intelligent. Alors, il faut que Alors, je vais faire une petite correction, mon cher Alain. C'est pas en IRM, mais c'est en scanner. Ah, pardon. Et alors, vraiment, en fait, tu touches... alors, je vois que là, on est toujours sur la présentation précédente. Donc, je pense qu'il va falloir faire un fin de diaporama ici. Voilà, et me voilà ici. Oui, donc c'est en scanner et effectivement, c'est presque étonnant que j'intervienne sur le scanner puisque c'est pas trop ma spécialité, mais m'occupant des urgences et de l'imagerie des urgences de l'hôpital Pellegrin, avec un scanner qui fait 24 000 examens par an. Donc avec un débit absolument fantastique, et la question de se faire aider d'un système d'intelligence artificielle est effectivement une question très importante. Tu l'as dit dans ton introduction, ça nous aide à probablement améliorer la qualité de notre interprétation, et donc nous testons Automation Platform, et nous avons effectivement été très heureux que Olea l'implémente sur notre scanner des urgences pour que l'on puisse l'utiliser dans un contexte d'urgence neurologique. Alors, je conseille à ceux qui ont envie de lire quelque chose qui n'est pas forcément simple, mais cet article dans Radiology qui est paru en 2021, qui est un article de fond sur l'intelligence artificielle. Et finalement, l'auteur pose la question et nous dit ce que nous attendons des algorithmes d'intelligence artificielle en imagerie va modeler la sélection et l'implémentation de l'IA dans la pratique radiologique. Donc il y a nécessairement un feedback qui passe par le radiologue. Donc voilà. Donc Automation Platform, c'est une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle qui est mise en place avec une certaine originalité dans le workflow. D'abord, en haut, vous avez ce qui est traditionnel, c'est-à-dire finalement l'acquisition des images, la sélection des images ou des séquences, le lancement du module d'intelligence artificielle ou de reconstruction d'images quand on n'a pas d'intelligence artificielle, puis ensuite une interprétation des images et voilà, finalement un rendu au patient. Ici, ce qui est proposé par Automation Platform, c'est un flux de travail clinique très efficace puisque, comme vous le voyez sur l'image ici, entre le scanner et l'interprétation, il y a tout un workflow qui se fait automatiquement en 0 clic. Et une reconnaissance automatique de la modalité, si vous êtes en scanner, en IRM, du type d'acquisition, de la séquence, de l'injection après iode, sans iode, etc. Donc, il reconnaît le type d'acquisition, la région anatomique et fait automatiquement le choix de l'application de post-traitement qui va être adapté au contexte dans lequel l'image se situe. Et un lancement automatique donc, de cette application de post-traitement. En cas d'anomalie,
une alerte de l'équipe radiologique et une priorisation du patient. Donc là, on est vraiment dans un processus tout à fait intégré. Et la première application, c'est celle donc, que nous avons testée, s'appelle AutoStroke pour les pathologies neurologiques d'urgence. Alors, AutoStroke, donc c'est un module de Automation Platform. Maintenant, je vais parler beaucoup d'AutoStroke. AutoStroke, à l'intérieur d'AutoStroke, il y a 4 modules qui sont adaptés à la prise en charge des patients dans un contexte d'urgence neurologique, avec évidemment la notion, on va dire, d'épidémiologie derrière, dans laquelle l'accident vasculaire cérébral est dominant. Alors, premièrement, le premier module s'appelle ICH. Alors, bon, je regrette, je le dis tout de suite pour ceux qui ont créé Automation Platform, bon, c'est bien de le faire en anglais, mais c'est aussi bien de le faire en français. Donc, ça s'appelle ICH. Donc, c'est pour la recherche d'hémorragie intracrânienne. Et automatiquement, on va reconnaître le scanner sans contraste. Et avec un algorithme dit de triage, à la fin, va dire oui, non, il y a une hémorragie et va montrer où est l'hémorragie. Le LVO, c'est en fait l'occlusion des vaisseaux larges. C'est qu'on regarde toujours quand on fait une imagerie dans le contexte d'un AVC, recherche de l'occlusion sur le scanner après injection et solution de triage aussi. Il y a ou il n'y a pas occlusion et la réponse nous est fournie. Je vais vous montrer dans quelques minutes comment ça se présente sur notre écran. Le scanner de perfusion, alors ça, j'ai trouvé absolument remarquable, j'y reviendrai, parce que toutes les cartographies sont faites en automatique, on ne touche plus à rien. Et enfin, le score aspect, que vous connaissez tous, et qui est très important pour le pronostic du patient, mais également la décision d'un geste thérapeutique. Donc, le rapport est fourni automatiquement en quelques secondes, et il arrive soit sur le PACS, c'est ce que nous avons choisi, il peut être envoyé par email, ou il peut être envoyé sur un smartphone. Donc, vous voyez, il a été installé au CHU de Bordeaux. Donc, je vais regarder avec vous les 4 grandes applications de AutoStroke. Donc, les hémorragies intracrâniennes. Vous en avez un exemple. Alors, je suis désolé parce que ça fait des petites images ici, mais vous en avez un exemple sur donc la partie droite qui est ici. Ici, vous voyez qu'il y a un hématome intracérébral. L'appareil va noter, l'algorithme va noter en rouge la zone où il y a un infarctus et il va immédiatement donner une réponse, vous voyez, sous la forme de cette petite image en orange en disant qu'il y a un suspect d'une hémorragie à l'intérieur donc, de l'imagerie scanner. La détection et la localisation des hémorragies peut se faire pour un extradural, un sous-dural, une hémorragie sous-arachnoïdienne ou une hémorragie intraparenchymateuse. Et la notification se fait donc en automatique sur l'interface web. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Alors, moi, j'ai demandé, est-ce que ça marche sur tous les scanners? Je dis tout de suite, les images que vous voyez ici n'ont pas été acquises sur un scanner Canon. A été acquis sur un scanner GE, c'est le scanner que nous avons aux urgences. Donc ça marche, Automation Platform et AutoStroke marche sur tout type de scanner, de constructeurs, tout type de protocole. Il a été validé sur plus de 800 cas. Le temps de post-processing est de 20 secondes, on ne s'en rend pas compte. Et la précision, donc annoncée par des études qui ont été faites, montre une sensibilité de 91% et une spécificité de 97,5%. Je reviendrai sur cette notion de sensibilité et spécificité un peu plus tard. Alors, la détection d'occlusion des vaisseaux larges, pourquoi c'est important? Bon, pour ceux qui ne sont pas au fait de ça, c'est parce que c'est ce que l'on peut aller traiter par une thrombectomie. Et donc, il est très important d'avoir une réponse extrêmement rapide. Et là, le système est exactement le même. Automatiquement, l'appareil, donc avec l'algorithme, va nous donner la zone de l'occlusion et va nous dire ici, ben oui, il y a une occlusion qui a été détectée. Vous voyez que dans ce cas, il y avait également un mismatch. Je vais vous le montrer sur la diapositive suivante concernant la perfusion. Donc voilà, identification des occlusions, c'est sur M1 ou M2, ça ne touche pas encore les autres vaisseaux. Notification par une priorisation sur l'interface web. La base de données, ben, c'est une grosse base de données d'entraînement. L'algorithme a été validé sur 470 cas et le temps de post-processing, 35 secondes, là aussi,
extrêmement rapide, avec une très forte sensibilité, très forte spécificité. Le scanner de perfusion, donc là c'est l'algorithme bayésien que nous connaissons venant de Oléa, avec la détection de zones de nécrose et de pénombre. Il y a un ratio de mismatch qui est donné automatiquement, toutes les cartes paramétriques, je vais vous les montrer, et c'est multiconstructeur. Donc ici vous avez un exemple, donc vous voyez en jaune toute la région où le temps maximum de passage est supérieur à 2,20 secondes par rapport au côté contralatéral, et le volume 2 qui est en rouge est plus petit, et lui c'est celui dans lequel le RCBV est calculé à moins de 40% par rapport au côté contralatéral. Ça vous donne des valeurs que vous voyez ici en millilitres sur les deux volumes et un mismatch ratio, et tout ça est automatique. Enfin, le score aspect que nous utilisons donc en scanner pour avoir une approche, et notamment pronostic, et encore une fois sur l'éligibilité à une thrombectomie. C'est un algorithme de deep learning, un score en 10 points. Alors vous le connaissez probablement, de chaque artère sylvienne va être analysée en fonction de ses territoires, avec 10 points de chaque côté, et là vous avez les 10 points auxquels ça correspond. Enfin, donc le score aspect est calculé automatiquement. Là il nous dit à droite il est à 10, donc il est maximum, il est normal, et à gauche il est à 7, c'est-à-dire qu'il y a des zones dans lesquelles il y a des hypodensités qui ont été donc identifiées et qui ont été scorées par le score aspect. Alors, j'en viens maintenant aux exemples, c'est-à-dire des choses que nous avons faites à Bordeaux. Alors, d'abord, comment ça se passe concrètement? Et ça, je vais dire, c'est quand même la grande avancée. C'est que vous voyez, alors, on travaille sur un PAX Carestream, peu importe la marque du PAX. Ici, vous voyez la série de vos séquences, là, le rapport de dose, et apparaît donc comme si c'était une séquence supplémentaire, le résultat qui nous est donné par ce qu'on appelle Insight Results, qui est en fait le résultat de Automation Platform et d'AutoStroke. Donc voilà, et c'est l'image que vous voyez ici, c'est l'image du résultat. Donc il suffit de cliquer sur cette zone-là, et à ce moment-là, on a cet affichage à côté de l'image scanner d'origine. Le résultat, il est sur deux grands carrés qui sont ici. Donc, je vous les ai montrés tout à l'heure. En orange, là, on nous dit il y a une suspicion d'hémorragie. Bon, vous l'aviez vu, on n'a pas besoin d'automation pour la voir. Et ici, vous avez toutes les coupes sur lesquelles l'hémorragie a été identifiée. Avantage aussi à venir très prochainement, c'est la mesure du volume de l'hémorragie. Qui est intégré. Bon, nous ne l'avons pas encore en routine, mais ça doit nous être un logiciel supplémentaire qui va être installé. Donc, possibilité de faire un volume, ce qui est quand même très intéressant, notamment lorsqu'on suit l'évolution de ces patients. Voilà, donc là, j'ai zoomé pour vous montrer qu'on peut regarder de plus près les images. Alors, quelques petits cas. Patient de 44 ans découvert inconscient chez lui, Glasgow 6. Là, vous allez me dire, je n'ai pas besoin de l'algorithme, c'est vrai. Je pense que même un externe de deuxième année le voit, je dirais presque mes enfants, enfin moi, etc. Mais malgré tout, donc immédiatement, on a la réponse. Et puis, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de regarder si la détection était fine ou ne l'était pas. Et en fait, oui, bien sûr, la grosse hémorragie, elle est bien détectée, mais on peut voir que les composantes intraparenchymateuses, mais également les sédiments hématiques intraventriculaires ont bien été identifiés, ainsi que les petites composantes sous-arachnoïdiennes que vous voyez ici. Donc, il y a une certaine sensibilité de ce système, même sur un cas qui est tout à fait évident. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer. Il y a quand même une sensibilité pour aller rechercher les zones anormales. Ici, c'est une patiente de 80 ans sous anticoagulant qui fait une chute avec traumatisme de la face et de la voûte crânienne. Bon, voilà, il est tard, on est au milieu de la nuit, on ouvre, on a une identification d'une hémorragie, et effectivement, l'hémorragie est bien contournée, et il y a de l'hémorragie le long de la faute du cerveau qui est bien identifiée. Donc ça marche pas mal. Ici, un cas
sensiblement plus difficile. Un patient de 59 ans en contrôle post-opératoire de l'exérèse d'un méningiome ethmoïdal. Bon, on se méfie toujours que dans le lit opératoire, il y ait du sang. Eh bien, l'appareil va aller détecter des zones qui sont hémorragiques. Alors, en hypertrophiant très légèrement les zones, mais il y avait effectivement des zones hémorragiques à l'intérieur de cette région. Et nous, ou l'interne qui est en train de lire, parce que souvent on dit l'interne, parce que l'air de dire, moi ça ne m'échapperait pas, ça peut m'échapper, quand il lit, il acquiert un niveau de confiance dans son diagnostic. Je reviendrai, je vous l'ai dit au début, là-dessus, important, parce qu'on vient lui confirmer qu'effectivement, il y a une zone avec de l'hémorragie qui n'est pas toujours évidente. Je vous avais dit le score aspect. Là, c'est une patiente de 89 ans avec une hémiplégie gauche, aphasie et héminégligence. Là, le logiciel travaille tout seul. Il n'y a pas de fonctionnement particulier, d'intervention particulière à avoir. Le logiciel fonctionne tout seul. Et ici, vous voyez, vous avez le score aspect qui s'affiche, le résultat, alors le score aspect, pardon, et le résultat ici, avec la zone rouge qui correspond à la zone de pénombre, la zone jaune qui correspond, elles vont arriver, la zone jaune qui correspond à la zone plutôt dite de nécrose. On a l'ensemble des cartographies que l'on peut aller regarder, ce qui est intéressant pour vérifier si effectivement il n'y a pas eu d'erreur, notamment dans l'encodage. Et puis le résultat, donc superposé en zone jaune et en zone rouge, pour montrer l'existence d'un mismatch ici à 5 fois donc la valeur. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'Automation Platform. On me l'a mise en place et on m'a dit, Vincent, est-ce que tu peux l'analyser? Donc, je vais vous montrer des limites. Ici, l'appareil n'a pas détecté. C'est un faux négatif sur un remaniement hémorragique d'un AVC ischémique. Il y en a très peu, mais de temps en temps, effectivement, on trouve quelques petites erreurs. Ici, il n'a pas détecté une petite hémorragie sulcale. Ici, c'est un faux positif dans lequel il a détecté une hémorragie sur une zone du bord libre de la tente. Bon, voilà. Donc, je pense que ces systèmes, ils ont aussi leurs limites, comme nous les avons d'ailleurs, nous-mêmes. Par exemple, une autre limite que nous avons identifiée, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'algorithmes de triage en ce qui concerne la présence d'une hémorragie ou la présence d'une occlusion vasculaire, c'est-à-dire c'est du oui-non. Et là, l'appareil nous dit il n'y a pas d'occlusion vasculaire, alors que nous, on voit un thrombus. Et le thrombus, c'est important. Encore une fois, on a dit on prend une décision sur la présence d'un thrombus. Bon, donc, effectivement, dans un algorithme de triage, c'est très difficile de dire oui, il y a une occlusion ou il n'y en a pas, puisqu'en aval, on voit quand même que le vaisseau s'opacifie. Par contre, il y avait un AVC de petit volume dans le parenchyme cérébral qui a été très bien analysé, très bien vu, avec, vous voyez, des valeurs qui ont été cotées. Donc, voilà, il y a de l'aide, mais il faut aussi quand même regarder les images pour être sûr. Ici, un faux positif d'une occlusion de M1. Alors nous, les faux positifs, on les aime bien. Ce qu'on n'aime pas trop, c'est les faux négatifs. Alors les faux positifs, c'est, voilà, il y avait une suspicion d'occlusion vasculaire chez ce patient, avec un petit carré, vous voyez, qui s'affiche ici pour nous montrer où est l'occlusion. En fait, je pense que c'était lié à la présence de calcification qui a fait que l'algorithme a fait une erreur et est allé regarder ou considérer ça comme une occlusion de M1. Voilà. Alors, parfois, il y a des cas difficiles où l'algorithme peut nous challenger. Ici, c'est une patiente de 70 ans avec un déficit droit massif. C'est une histoire assez triste. Et voilà le résultat, un score aspect à 2. Et il identifie aussi une hémorragie. Ah, on dit très bien. Et en fait, effectivement, si on regarde bien, eh bien, il y a des remaniements hémorragiques qui, au début, étaient considérés comme des zones d'une circonvolution qui peut-être n'avait pas été touchée par l'AVC. Et en fait, en réalité, il y avait bel et bien une petite zone hémorragique. Donc, ça nous amène à quand même considérer que l'intelligence artificielle, dans ces conditions, c'est-à-dire
extrêmement rapidement, avec un zéro clic, hein, je le dis là, cette intelligence artificielle peut nous aider dans des cas difficiles. Il ne faut pas lui faire entièrement confiance, mais il ne faut pas à nous-mêmes faire trop confiance. Et donc, c'est une aide supplémentaire qui nous est apportée. Alors, les 4 modules trouvent leur utilité en imagerie cérébrale d'urgence, hein, vous l'avez compris, hein, tout ce que je vous ai montré. L'affichage des résultats est optimisé. En un coup d'œil, on a l'information la plus importante. Et puis, il y a des éléments perfectibles. La sensibilité, il faut travailler dessus encore. Il faut que ces logiciels s'améliorent encore en sensibilité. Mais malgré tout, on a eu plusieurs cas dans lesquels la sensibilité de la technique est venue se comparer à notre propre sensibilité. Je parle en termes d'efficacité de diagnostic. Et on a pu voir que ça nous apportait, ça nous challengeait sur certaines images. Donc, le principe d'un logiciel simple automatisé qui rend le résultat très rapidement, il est très séduisant quand on travaille, et notamment dans les conditions dans lesquelles on travaille aux urgences. Alors, moi, je suis favorable à l'intelligence artificielle. Le vieux débat d'il y a quelques années, est-ce qu'il va nous remplacer tout ça, je crois qu'il faut mettre tout ça de côté parce que ce sont des débats totalement stériles. Il faut se dire l'intelligence artificielle, c'est comme si, il y a quelques années, on aurait dit tiens, on ne va pas installer d'IRM, on va rester sur le scanner. Non, il faut qu'on aille plus loin. Ou aujourd'hui, on améliore les séquences. L'intelligence artificielle va s'améliorer de plus en plus et ça sera tant mieux. Et elle va nous aider. Alors, cet article, si vous le lisez, il est vraiment intéressant parce qu'il dit « Nous attendons de l'IA en imagerie qu'elle soit transparente et explicable dans sa prise de décision ». C'est-à-dire que ceux qui font les IA, ils ont un challenge vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que nous, on dit « on est le ground truth, on a la réalité, la vérité ». Ce n'est pas aussi simple que ça parce que notre propre mode de décision lors d'un diagnostic, eh bien, il n'est pas si simple que ça et il n'est pas encore expliqué. Comment nous prenons notre décision, ce n'est pas expliqué. Il est donc important, je l'ai dit plusieurs fois, d'être méfiant vis-à-vis des décisions de l'IA et donc crucial de tester ces algorithmes, ce que nous faisons. Mais encore une fois, quel est le niveau de confiance de notre propre aptitude à prendre une décision? Et c'est là que je vois la place de l'IA. Ça vient comme quelqu'un qui est à côté de nous et qui nous donne une information. Elle est pertinente, elle n'est pas pertinente, mais je vous ai montré quelques cas dans lesquels elle peut nous aider. Voilà, donc je remercie Canon pour l'invitation au symposium, Oléa qui a mis à disposition Automation Platform et Manon Toumelin en particulier qui m'a aidé pour les diapositives et Avicenna qui est un des providers de certains des logiciels. Voilà, merci. Merci Vincent pour cette très très belle présentation qui ouvre la voie à une nouvelle façon de penser la radiologie avec un petit diablotin d'un côté, un petit ange de l'autre pour nous conseiller. Y a-t-il des questions? Oui, Michael. Est-ce que vous avez hésité à envoyer les images sur le PACS ou pas? Parce que finalement, les urgentistes y ont accès. Elles y sont. Ce que je vous ai montré, les images sont sur le PACS. Vous avez eu des soucis ou pas avec les urgentistes qui ont vu le résultat d'abord? Non, on n'a pas eu ce genre de souci, mais c'est une bonne question. Oui. Est-ce que vous allez changer l'organisation de vos astreintes et de vos gardes avec les seniors, les internes? Disons que, alors, très honnêtement, nos gardes sont faites de la façon suivante. La nuit, en nuit profonde, on a essentiellement les internes derrière un scanner et un interne derrière un scanner qui produit, je vous ai dit, énormément d'examens. Et donc, avoir l'IA, c'est quand même aussi un certain niveau de sécurité en se disant, voilà, l'IA va donner une information et l'interne peut s'aider de cette information avec toutes les restrictions que j'ai évoquées. Donc, oui, pour nous, c'est fort utile d'avoir ce type d'intelligence artificielle à disposition. Très bien. Merci beaucoup.